Nous avons un problème d'enfants gâtés. Nous avons en Gironde énormément d'eau. Alors il y a beaucoup d'eau, mais il y a beaucoup d'eau qu'on n'a pas envie de boire. Quand on regarde la Garonne, on se doute bien que la rendre potable va être un petit peu compliqué si on veut retirer ne serait-ce que les matières en suspension qu'on y trouve. Mais sous nos pieds, on a des stocks d'eau absolument faramineux. Sauf que les nappes qui nous intéressent supportent très mal qu'on les sollicite mal. J'ai fait des études de sciences naturelles. Je suis d'une génération qu'un certain nombre de personnes moins connues aujourd'hui faisaient rêver. C'était les Paul-Émile Victor, c'était les Haroun Tazieff, c'était les commandants Cousteau. Et quelque part, on voulait tous devenir volcanologue ou océanographe. Et puis finalement, j'ai fait des études de géologie. Et en cours de cursus, j'ai souhaité m'orienter vers des sciences opérationnelles ou des sciences appliquées. Donc je suis venu à Bordeaux faire de l'hydrogéologie. Ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, c'est quelques événements tout à fait hasardeux, des rencontres qui font que autant lors de mon DEA que lors de ma thèse, j'ai travaillé dans un contexte un peu particulier sur l'approvisionnement en eau des îles et zones côtières isolées méditerranéennes pour le compte de l'Organisation mondiale de la santé et le programme des Nations Unies pour l'environnement, le tout dans un parc national. Dans ma formation, j'ai eu à m'intéresser aux ressources en elles-mêmes, et dès ma thèse, aux usages que l'on fait de cette ressource. J'ai tout de suite été dans la gestion opérationnelle. Quand on est dans un contexte de ressources contraintes, comme on l'est sur les îles des zones côtières isolées, on est obligé d'intégrer dans ces outils de gestion la maîtrise de la demande. Donc à la fin des années 80, parler de maîtrise de la demande, c'était pas quelque chose d'évident. À l'issue de mes études, j'ai tâtonné, je suis parti en bureau d'études, j'ai hésité à monter ma propre structure, et puis le hasard fait que j'ai été recruté dans un conseil général pour m'occuper de la gestion de la ressource en eau, en Poitou-Charentes, dans un département avec une forte pression des usages agricoles, des conflits d'usage liés aux usages agricoles. Je passe moins d'une dizaine d'années en Charente, puis le poste s'ouvrant à Bordeaux, je postule pour venir travailler sur un des rares territoires où l'eau souterraine est aussi prégnante. Elle en est où la ressource en Gironde? En fait, en Gironde, on a largement de quoi satisfaire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la population, sous réserve qu'on répartisse dans l'espace nos prélèvements de manière harmonieuse. La répartition actuelle des prélèvements n'est pas satisfaisante pour ces nappes. On est allé à la facilité, on a multiplié les forages au droit des zones où la population est implantée, c'est-à-dire agglomération bordelaise, axe Dordogne, axe Garonne, les grandes vallées alluviales dans lesquelles s'est implantée la population. Et cette concentration de prélèvements sur un territoire limité, c'est ça qui pose un problème pour les nappes. Ne sachant pas comment elles fonctionnaient, on est allé à la facilité, pensant que tous ces problèmes de pénurie étaient définitivement derrière nous. La difficulté, c'est que répartir différemment dans l'espace nos prélèvements, cela veut dire transporter de l'eau, et transporter de l'eau, ça coûte très cher. Quand vous payez votre facture d'eau, vous payez essentiellement du transport. Le coût d'extraction de l'eau du milieu naturel, de son traitement, est marginal dans le prix de l'eau. On imagine bien que restaurer le bon état des nappes profondes qui nous alimentent en eau potable, et l'eau potable en est le principal usage, a forcément des impacts forts sur la facture d'eau des abonnés. Tout ça doit se faire de manière très réfléchie. Les ressources ne sont pas les mêmes sur tous les territoires. Il y a des territoires où les 4 nappes sont disponibles et peuvent être sollicitées pour la production d'eau potable. Et il y a des territoires où on n'a que la nappe éocène surexploitée de disponible pour la production d'eau potable. Et c'est le cas en fait de l'interfluve entre Garonne et Dordogne, tout l'entre-deux-mers, quasiment on n'a que l'Éocène. Et c'est l'Éocène qui est la première nappe surexploitée. Les 4 nappes sont le Miocène, l'Oligocène, l'Éocène et le Crétacé. En fait, ce sont les 4 nappes principales. Dans certains secteurs, elles se subdivisent. On peut distinguer, par exemple, dans le Médoc, l'Éocène supérieur de l'Éocène inférieur moyen. Au sein du Crétacé, il y a plusieurs réservoirs et plusieurs nappes. Et la nappe phréatique, c'est une 5e ou... Toutes ces nappes peuvent être phréatiques. La nappe phréatique, c'est la première nappe sous le sol. Sur la moitié du département, la nappe phréatique, c'est la nappe du sable des Landes, qui est hors de périmètre d'usage. Dès qu'on passe en rive droite de la Garonne ou de la Gironde, la nappe phréatique peut être tour à tour le Miocène, l'Oligocène, l'Éocène, voire le Crétacé, lui, a un pointement dans le sud du département. Un seul exemple. Là, nous sommes à Mériadec. Il y a une des nappes d'usage, qui est le Cénomien, qui est captée pour la géothermie et qui chauffe le quartier Mériadec. Elle est captée ici à plus de 1000 mètres de profondeur. Cette nappe et ce réservoir est phréatique. Vous pouvez marcher dessus quand vous êtes au sud de la commune de Cabanac-et-Villagrán. Elle est en surface dans le sud du département, elle est à plus de 1000 mètres de profondeur sous nos pieds. C'est la même nappe. On n'a pas en Gironde de ressources fossiles. Fossiles, ça voudrait dire qu'il n'y a aucun renouvellement de l'eau. On en connaît dans certains bassins, c'est pas le cas en Gironde. On a des nappes à très grande inertie. Elles ont tout un renouvellement de l'eau. C'est là toute la différence. Et de toute façon, on peut dans tout dater la ressource.
On est un établissement doté d'une capacité d'expertise mise à disposition d'acteurs de la gestion. Notre capacité d'expertise, elle évolue au cours du temps. Notre savoir académique, aujourd'hui, n'est pas celui d'il y a 20 ans et pas celui d'il y a 10 ans. Quand on prend la nappe éocène au droit de Bordeaux, on constate que les eaux ont 20 000 ans à peu près. Encore 20 000 ans, c'est l'homme de Cro-Magnon. Dans la mesure où on part du principe que c'est des ressources dynamiques qui s'écoulent, le postulat est de dire plus on va vers l'aval et vers l'océan où ces nappes se vident, plus on va trouver des eaux âgées. En revanche, plus on va vers l'amont, vers la partie où elles sont phréatiques, où l'eau de pluie peut rentrer, plus on va avoir des eaux jeunes. Ça, c'était il y a 20 ans. Et puis, les mesures se multiplient et on s'aperçoit qu'au bout du compte, finalement, de l'eau a à peu près le même âge partout. Donc, notre schéma conceptuel, il faut qu'on le repose. Les postulats que partageaient tous les profs de l'Université de Bordeaux ne sont plus valables quand on fait ce constat. Alors, comment expliquer que l'eau soit relativement homogène dans le réservoir éocène? Il faut revenir à l'histoire géologique du territoire et regarder ce qui se passait il y a 20 000 ans, puisque cette eau a à peu près 20 000 ans partout. Qu'est-ce qu'il y avait il y a 20 000 ans pour faire simple? On était à la fin des périodes de glaciation, donc on a beaucoup d'eau stockée sur le continent sous forme de glace qui est en train de fondre. Donc beaucoup d'eau disponible pour s'infiltrer dans les nappes. On sait par ailleurs que c'est une période où il pleut énormément, donc on a beaucoup aussi d'eau capable d'entrer dans les nappes du fait des précipitations. Et puis il y a un élément très important, c'est que cette eau stockée sur le continent, elle n'est pas dans les océans, et en fait l'océan il est 150 mètres plus bas, en dessous des exutoires de nos nappes. À la sortie, il n'y a pas de contre-pression. Cette fonte des glaces se traduit par une montée rapide des océans qui vient tout à coup freiner brutalement l'écoulement des eaux souterraines au sein de la nappe. Et on se retrouve en fait avec un système qui fonctionne à une vitesse et qui tout à coup se met à fonctionner à une vitesse beaucoup plus faible. Ce qui fait qu'on a un âge relativement homogène des eaux dans le réservoir, qui nous a obligés à repenser le mode de fonction de ces nappes. Et en fait, aujourd'hui encore, on voit dans le comportement des nappes des résidus d'un rééquilibrage d'un événement qui est arrivé il y a 20 000 ans. Et c'est-à-dire que toutes les nappes éocènes, oligocènes ont une eau qui est à peu près le même âge? Non, et alors là aussi il y a une complexité, c'est que l'éocène, on connaissait l'eau, quand on a commencé à mesurer l'âge des nappes qui sont moins profondes que l'éocène, on a trouvé des eaux plus jeunes. On peut imaginer que leur taux de renouvellement est plus élevé, l'eau y circule plus rapidement. La surprise, c'est quand on a travaillé sur la nappe du Sénomanien, qui est plus profond de l'éocène, notamment dans le sud de Gironde, on s'est aperçu que l'eau était beaucoup plus jeune, ce qui oblige à considérer que le renouvellement de l'eau au sein de la nappe du Sénomanien, à 1000 mètres sous nos pieds à Mériadec, est beaucoup plus rapide que le renouvellement de l'eau de l'éocène. Mais pour que cette eau se renouvelle, il faut bien qu'il en sorte de ce réservoir. Et aujourd'hui, on ne sait pas où sort l'eau du Sénomanien. Certainement avec un accident géologique quelque part. Très certainement de manière diffuse dans l'océan. Mais bon, ça reste à préciser. Donc en fait, vous voyez, on doit donner une capacité d'expertise à disposition d'une prise de décision sur une discipline qui évolue en permanence. On découvre des choses en avançant. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment on arrive à savoir à quel niveau la nappe de l'éocène était il y a 10, 15 ou 20 000 ans. Ça, c'est un travail d'un thésard de l'NCJ sur le piémont pyrénéen, où en fait on retrouve le réservoir éocène qui remonte en altitude. Ce thésard est allé dater les derniers carbonates déposés sur des sources taries. La source coule et puis un jour elle se tarit. Donc les derniers carbonates déposés sont représentatifs, la date à laquelle le niveau de l'eau est passé en dessous de cette altitude et l'eau n'a plus coulé. Ainsi, il a pu reconstituer des niveaux piézométriques de la nappe de l'éocène sur le piémont pyrénéen il y a 15 000 ans, il y a 13 000 ans, il y a 10 000 ans, et ainsi de suite, voir comment la nappe s'est comportée sur une très longue période. La difficulté du travail de la gestion de ces nappes, c'est l'absence de cycles annuels. Nous, on est sur des cycles très longs, qui nous amènent à être obligés à nous projeter à très long terme. Ça va très bien, parce que l'eau potable, on est obligé aussi de se projeter à long terme, puisqu'une infrastructure d'eau potable, on l'amortit sur 30, 40, 50 ans. Il est hors de question de faire un investissement qui ne soit pas utilisé pendant 50 ans, ce serait un loupé. Par rapport à la contamination potentielle des nappes sollicitées pour l'eau potable, est-ce qu'il y a un vrai risque à l'endroit où elles sont phréatiques et est-ce que ça peut se transférer après sur des endroits plus profonds? À l'endroit où elles sont phréatiques, elles ont un fonctionnement qui est le fonctionnement de la majeure partie des nappes souterraines. C'est-à-dire qu'elles ont une vidange estivale naturelle, un abaissement du stock lié à l'exploitation, notamment pour l'agriculture, mais pas que, et puis un stock qui est reconstitué chaque hiver, plus ou moins bien, en fonction des précipitations. Donc ça, c'est le fonctionnement de la plupart des nappes. Quand on est dans ce mode de fonctionnement, bien entendu, avec de l'eau qui est renouvelée très fréquemment, et donc une réserve qui peut être renouvelée plusieurs fois sur des temps relativement courts, en quelques décennies, on peut voir l'eau se dégrader du fait d'une réalimentation par des eaux qui ont été souillées, notamment par des pesticides ou autres. En revanche, dès qu'on est sur la partie captive, donc on n'est plus dans les nappes phréatiques, mais dans la partie vraiment captive, le mode de fonctionnement est très différent, la compressivité de l'eau rentre en jeu, et en fait, ce que l'on peut prélever dans ces ressources est complètement marginal en regard du volume immobilisé. Si je prends l'éocène, on dit qu'en zone centre, il ne faut pas prélever plus de 40 millions de mètres cubes par an à peu près. Le stock concerné est plus de 100 fois supérieur. Quand je dis plus de 100 fois supérieur, c'est peut-être 500 fois supérieur. Donc quand on prélève de l'eau, on ne renouvelle le stock qu'à la marge. Et donc même si l'eau
d'eau qui devait renouveler le stock était de moins bonne qualité, on ne le verrait pas globalement. Qui plus est, ce renouvellement il se fait en fait par drainance d'eau stockée dans des couches intermédiaires dans lesquelles l'eau est de la même qualité. On est sur un système où notre crainte n'est pas la dégradation de la qualité de l'eau, mais un problème purement quantitatif. Tant qu'on préserve la ressource du point de vue quantitatif, on la préserve du point de vue qualitatif. J'ai un métier qui est comparable à celui de nombre de collègues qui interviennent dans des établissements publics territoriaux de bassin. J'organise la gestion de la ressource, ou tout au moins, je fournis aux élus locaux les éléments nécessaires pour que eux se positionnent en matière de gestion de la ressource. La spécificité du SMEGREG, c'est qu'on ne s'intéresse qu'aux eaux souterraines, alors que tous les autres établissements s'intéressent, eux, aux eaux superficielles, cours d'eau, plans d'eau, grands fleuves, bassins versants. Nous, on ne s'intéresse qu'aux eaux souterraines, et en plus, aux eaux souterraines dites profondes, des nappes captives, ce qui fait qu'on est dans un système complètement atypique. Comment s'est construit le SMEGREG lui-même? Parce qu'en fait, tu es arrivé au début du SMEGREG, pour le monter même. Pour expliquer pourquoi le SMEGREG, il va falloir faire un peu d'histoire et remonter très loin dans le temps. En partant de l'histoire de Bordeaux, l'attractivité du site elle est liée au fait que la Garonne est une voie commerciale, que l'on peut facilement accoster sur les deux affluents rive gauche que sont le Port et la Devèze. On a une colline qui culmine à la place Gambetta, que l'on appelait le Mont Judaïque. Du sommet de cette colline, on peut voir les éventuels attaquants arriver, qui de toute façon, pour atteindre cette colline, vont être obligés de traverser des zones marécageuses en toutes directions. Et l'avantage énorme, c'est qu'en périphérie, nous avons un certain nombre de sources qui fournissent de l'eau de très bonne qualité. L'histoire de Bordeaux, elle est marquée, après l'époque romaine où on a des aqueducs qui amènent l'eau en centre-ville, par un développement qui se traduit comme on le connaît aujourd'hui, par la pollution des ressources au droit des zones d'activité, et donc la nécessité pour avoir l'eau de bonne qualité d'aller la chercher de plus en plus loin. Et en fait, toute l'histoire de Bordeaux est marquée par une pénurie permanente. En 1850, à Bordeaux, on ne disposait que de 5 litres par jour et par habitant en capacité de distribution. Ce qui se passe, c'est que juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec le transfert de technologie de l'industrie pétrolière vers les activités de recherche d'eau, on s'aperçoit qu'en Gironde, où que l'on soit, si on fait un forage suffisamment profond, on va trouver de l'eau de bonne qualité, qui va d'ailleurs, dans la plupart des cas, jaillir naturellement. Et à partir de ce moment-là, on pense que cette pénurie continue de plusieurs siècles, et derrière nous, qu'il n'y aura plus jamais de problème d'approvisionnement. En 1956, le professeur Schoeller de la Faculté des sciences de Bordeaux se pose la question de savoir si le modèle d'approvisionnement girondin est durable. En fait, il se demande si augmenter sans cesse le nombre de forages et les volumes prélevés dans le milieu naturel ne devrait pas nous mener à une surexploitation de ces ressources. La réponse à cette question, posée en 1956, on ne l'aura qu'en 1996. À l'issue d'un exercice mené par le Conseil général à l'époque, en association avec Bordeaux Métropole, c'est l'élaboration d'un schéma directeur d'alimentation en eau potable à l'échelle départementale. Et dans ce schéma est apportée une réponse à la question certaines nappes sont-elles surexploitées, et en effet il est constaté que certaines nappes sont dans un état de surexploitation. Il en découle deux décisions collectives. La première, celle d'élaborer un schéma d'aménagement et de gestion des eaux pour ces nappes profondes. Et la deuxième, c'est que compte tenu de la complexité de ces sujets et de l'absence dans la sphère des collectivités de compétences permettant d'éclairer les prises de décision, la décision est prise donc de créer le SMEGREG, qui est un établissement en charge d'éclairer les prises de décision des acteurs territoriaux en matière de gestion de la ressource. Voilà comment se crée cet établissement qui à l'origine n'associe que Bordeaux Métropole et le Conseil général de la Gironde. Et depuis, d'autres organismes en rejoignent? Oui, en 2013, la décision a été prise d'ouvrir à tous les services d'eau potable du département qui souhaitaient le rejoindre, et aujourd'hui, ils sont 25 à avoir rejoint l'établissement, et l'établissement représente à peu près 70% des volumes prélevés dans le milieu naturel pour l'eau potable en Gironde. Il y a l'organisation, je dirais, politico-administrative de la gestion, et puis il y a aussi son organisation technique. Il y a plusieurs différences par rapport à ce qu'on peut faire en matière de gestion des ressources. La première chose, c'est quand on gère des eaux souterraines, on gère quelque chose d'invisible. Si j'étais gestionnaire d'un cours d'eau, d'un fleuve, d'un grand bassin, comme mes collègues qui sont sur la Dour, la Garonne, la Loire, je serais confronté à des problèmes que le commun des mortels peut constater. S'il y a une crue, une sécheresse, une pollution, on va sur le pont, on regarde la rivière, on voit si elle déborde, on voit si les poissons sont morts, on voit très très bien s'il n'y a plus d'eau, si elle est à sec. Et si on cherche un responsable à l'état constaté, on sait tous, collectivement, se tourner vers l'amont. Quand on parle d'eau souterraine, on ne voit jamais directement le problème. On est toujours obligé de passer par le filtre de l'expert, l'hydrogéologue, qui va lui poser un bilan sur la base d'informations partielles et disparates et discontinues, et qui va être obligé de faire partager son bilan. Et qui plus est, quand on a les données sur un point d'eau, il n'est pas toujours évident de déterminer où est l'amont, où est l'aval. Donc il y a déjà une grosse difficulté, c'est que le constat n'est pas partagé d'emblée quand on parle d'eau souterraine. Il y a toujours un expert à l'interface du milieu naturel et de l'instance de décision. Cette partie
particularité, elle a des conséquences sur l'organisation de la gestion et notamment sur le modèle d'élaboration des schémas d'aménagement de gestion des eaux. Élaborer un SAGE, c'est un séquençage qui prévoit un état des lieux, le diagnostic, la définition de tendances et scénarios et puis des choix d'orientation de gestion. Il faut rajouter, lorsqu'on travaille sur les eaux souterraines, un travail préalable de formation, information des acteurs qui vont prendre les décisions. Notamment aussi un travail pour les experts de se mettre à la portée de ces décideurs et de s'effacer devant eux. Ils doivent apporter les éléments de décision, ce n'est pas à eux de décider. Voilà le travail qui revient aux agents du SMEGREG. Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, SAGE, c'est un plan de gestion à portée réglementaire. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la volonté de compléter la réglementation générale qui s'applique sur l'ensemble du territoire national par des mesures spécifiques, décidées localement et adaptées à la ressource que l'on souhaite gérer. Donc le processus même de construction s'appuie sur la réglementation générale et si nécessaire, il peut ajouter des règles ou des contraintes locales. D'ailleurs, un SAGE est constitué de 2 documents principaux, le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource, dans lequel on va trouver des dispositions qui s'imposent aux décisions publiques, donc aux décisions de l'administration, et qui est complété par un règlement qui lui s'impose à tous. On peut par exemple prévoir dans les dispositions que des économies sont mises en œuvre, ça c'est une disposition relevant du PAGD, et par exemple dans les règles on peut interdire tout nouveau forage ou tout nouveau prélèvement sur une certaine partie du territoire. Et la relation avec les élus? On va revenir sur l'histoire du SMEGREG. Quand il est créé en 1998, il a une mission, c'est étudier la faisabilité technique, économique, juridique, financière des solutions de substitution aux nappes profondes surexploitées. Et quand est posée cette mission, quand on dit étudier les solutions techniques, c'était étudier toutes les solutions qui consistaient à aller chercher de l'eau ailleurs pour satisfaire la demande constatée. Il n'était pas question à l'époque d'essayer d'influencer la demande. L'intérêt de l'élaboration du SAGE, c'est d'intégrer dans les solutions la maîtrise de la demande, qui devient en fait une vraie recherche de ressources. C'est considéré comme une ressource non conventionnelle, mais une ressource. Dès qu'on pose est-ce qu'on pourrait être meilleur dans nos usages de l'eau, on met tout de suite en avant les pertes en distribution. En fait, la politique mise en œuvre et imposée par le SAGE sur le territoire départemental se traduit par une situation actuelle qui fait que le département a pratiquement les meilleurs ratios du territoire national en matière de performance des réseaux et aussi de consommation des abonnés parce qu'on n'a pas travaillé que sur les pertes en distribution. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont déclinées à l'échelle nationale qui ont pour creuser l'expérience girondine qui a maintenant une vingtaine d'années. Le changement climatique, on l'intègre bien entendu dans nos réflexions, puisque j'ai dit, on est obligé de se projeter à très long terme, ne serait-ce que parce que les nappes sont à grande inertie et que les infrastructures d'eau potable s'amortissent sur de très longue durée. Le changement climatique, il est très impactant et très signifiant sur les ressources les moins profondes. Alors les ressources hors SAGE, bien entendu, hors SAGE nappes profondes, mais sur les nappes profondes les plus superficielles, Miocène ou Oligocène, on sait qu'on aura un impact. Sur les nappes plus profondes de l'Éocène ou du Crétacé, là quelque part leur comportement n'est pas très influencé par le changement climatique, pas directement très influencé. En revanche, il est très impacté par les usages de la ressource. La demande va être influencée par le changement climatique. Et c'est plus par ce biais-là que le système va être très influencé. D'où tout un volet prospectif sur l'évolution de la demande. Ça fait plusieurs années qu'on travaille, d'ailleurs on avait commencé en 2005, sur les variables explicatives de la variation spatiale et temporelle de la demande en eau potable. Dans ces variables explicatives, celles qui sont influencées par le changement climatique, de manière à pouvoir se projeter, faire de la prospective en disant demain il fera plus chaud, demain la pluie va être différente. Comment va évoluer la demande en eau potable? Sachant que la demande en eau potable, ça fait 15 à 20 ans qu'elle diminue en France rapporté à l'habitant. De toute façon, il y a une demande incompressible, et puis le changement climatique va faire à nouveau repartir à l'hausse cette demande. C'est ça qui nous préoccupe. On sait que dans tout secteur, dès que la température augmente, la demande en eau potable augmente. Il y a l'hygiène personnelle, les pratiques de loisirs, il y a le jardinage qui sont consommateurs d'eau. L'autre volet, c'est de dire est-ce que le changement climatique ne va pas se traduire par des besoins nouveaux, des usages nouveaux. Les îlots de chaleur urbains qui vont nécessiter de l'enverdissement de la ville vont avoir besoin d'eau. On est obligé d'intégrer parce que dans certains cas, on imagine bien que c'est l'eau potable qui va être utilisée pour alimenter les plantes. C'est toutes ces questions-là qu'on se pose.